Buenos días. Sensiblement différent, le podcast des humains sensibles et différents. Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sensiblement différent, hors série spéciale J'envoie 2024. 31 jours de podcast rythmés par une contrainte créative, technique ou thématique. Un jour, un thème, un podcast. Aujourd'hui, je dois te partager un échec et ses leçons sans filtre. Sans filtre, ok. L'année dernière, il y avait une thématique un peu du même genre et j'avais partagé un morceau de ma vie personnelle. Cette fois-ci, je vais aller plutôt explorer le côté professionnel parce que des échecs, j'en ai dans toutes les sphères de mon univers et de mon parcours. Un échec et ses leçons. Comment est-ce qu'on rebondit après un échec ? Qu'est-ce qu'on en fait ? Qu'est-ce qu'on apprend ? Dans mon mindset, c'est rare que je parle d'échec. C'est rare que je parle de la notion d'échec parce que c'est pas trop quelque chose que je vis en tant que tel. J'ai pas l'impression qu'il y a des réussites et des échecs. Et c'est vrai aussi qu'au cours des années que j'ai passées auprès des enfants, j'étais toujours en train de combattre un peu cette histoire de échouer quoi que tu fasses. C'est-à-dire que pour moi, déjà, la victoire réside dans le fait d'oser faire les choses ou de s'investir dans quelque chose, ce premier pas-là qui est fondamental, sans lequel tu ne vivrais pas les expériences. Donc effectivement, c'est pas quelque chose qui fait partie de mon vocabulaire courant, de parler d'échecs. J'aime bien l'idée également que dans un projet, quoi que ce soit que tu entreprennes, soit tu gagnes, soit tu apprends. Pour autant, je prends le temps aujourd'hui de te raconter une expérience qui a été très forte dans ma vie et qui pourrait s'apparenter à un échec. En tout cas, dans le moment, je l'ai vraiment vécu comme tel. Si un échec est le critère qui définit la non-poursuite d'un projet ou son arrêt, alors c'était un échec. Après, ce que ça m'a permis par la suite, il faut que tu écoutes l'épisode pour savoir. Est-ce que toi, tu as vécu des échecs révélateurs, des échecs qui ont marqué des tournants, qui ont marqué des transformations profondes, intérieures ou extérieures ? Viens partager avec nous. Je m'appelle Magali Darnay, je suis thérapeute en kinésiologie transpersonnelle, podcasteuse, coach émotionnelle, musicienne, chanteuse. J'agis comme révélateur. On est en janvier 2008. Je viens de commencer mon parcours de formation en kinésiologie transpersonnelle. Et puis, j'ai aussi 3 enfants sur 4 qui sont nés. Et je m'interroge en fait pas mal sur l'éducation, notamment de mon premier, qui ne rentre pas dans les cadres. Ne rentre pas dans les cadres, c'est vraiment comme essayer de mettre un cercle dans un carré, ça fonctionne pas quoi. Et donc je prends la décision à ce moment-là de plutôt m'orienter vers la création d'une école alternative. Donc une création d'école, ça passe forcément par une structure privée, qu'elle soit associative ou autre. Donc c'est une école privée hors contrat. Pour qu'elle puisse passer ensuite un contrat avec l'État, il faut qu'elle ait au minimum 6 ans d'existence, me semble-t-il. Et ensuite elle peut passer un contrat éventuellement pour avoir une rémunération de ses enseignants, etc. Mais il y a 5-6 ans qui sont dans le vide juridique et dans le vide financier, en fait, où il faut se débrouiller par soi-même, par ses propres moyens. Cette école, elle est pour moi un lieu basé sur un idéal et qui souhaite répondre à la différence de chaque enfant, à son unicité même, pour lui permettre en fait de s'épanouir dans un cadre qui pourrait être pensé pour lui et qui pourrait être co-construit avec lui. Donc c'est un projet évidemment qui est assez utopique, qui rentre dans la lignée d'un inspirateur fondamental qui s'appelle Pierre Rabhi. Donc je pense qu'il a joué un rôle assez fort dans cette expérience-là, et notamment sa fille Sophie Rabhi qui avait créé elle également une école qui s'appelle l'école du hameau du Buis. C'est un projet qui va durer 5 ans, 5 années, qui va vivre 5 ans.
et dans lequel je me suis investie à peu près à 150% de mon temps, de mon énergie, de mes pensées, de mes émotions, de mes actions, dans lequel mes 4 enfants ont grandi. Il y en a une qui est née au milieu de tout ça d'ailleurs, qui est née quasiment dans le projet, et qui était vraiment construit autour de mes enfants et des enfants dont les parents souhaitaient quelque chose de différent de l'école classique en fait. Donc on a eu dans ce contexte des enfants avec des profils carrément différents. Parfois la décision faisait suite à une expérience douloureuse de l'école par les parents. Parfois c'était une déception par rapport au système et aux réponses que cela pouvait apporter ou pas à leurs propres enfants. Parfois, c'était un rejet total de l'enfant par rapport à l'école. Parfois, c'était des souffrances assez fortes des enfants. Donc, tout un tas de raisons qui faisaient que les personnes choisissaient ou cherchaient autre chose. Et c'est un contexte quand même, je dois dire, 2008, où les écoles alternatives étaient assez peu fréquentes et n'étaient pas forcément vues d'un bon œil, ou comme des concurrentes, ou comme des potentiels rejets du système. C'était vraiment l'impression de faire contre le système ou contre le reste, quoi. Donc il y a vraiment un contexte où c'était pas forcément facile de se faire accepter comme un complément A ou une alternative dans le sens enrichissant à quelque chose qui existait, qui n'était pas forcément complet ou qui ne peut pas répondre à toutes les demandes ou en tout cas dont c'est pas forcément l'objet principal, quoi. Donc ce projet, il vit 5 ans, il accueille des enfants tout petits de 3 ans jusqu'à la fin du primaire et au moment où on a fermé, il y avait même l'idée de création d'un collège dans une ferme. Donc il y avait vraiment toute une démarche par rapport à l'enfant, de respecter son rythme, de le laisser apprendre au moment où il en avait envie, de surtout respecter en fait cette propension naturelle de l'enfant à apprendre. La vie est jalonnée de moments d'apprentissage. Il y a qu'à observer un tout petit qui est en train d'apprendre à parler, à marcher, à se nourrir. C'est fait d'essais-erreurs, de répétitions, de chutes mémorables, de chutes et de rechutes. Et puis l'enfant n'abandonne pas, parce qu'il a envie d'apprendre, il a envie d'être autonome, il a envie de s'accaparer un monde et de comprendre ses codes et de se les approprier. Et l'idée, c'était vraiment de respecter la créativité naturelle de l'enfant et sa propension à apprendre. Donc 5 années d'existence sur un projet qui donc avait une scolarité payante. Et ça a vraiment généré beaucoup de difficultés, cette scolarité payante, parce que d'un côté, les personnes qui venaient voulaient autre chose que le système, mais en même temps, il y a une culture de l'école en France qui est gratuite. Enfin, en tout cas, qui semble gratuite, qui paraît gratuite pour les utilisateurs. Et ça, c'était un frein assez fort qu'il fallait pas mal combattre. Cette école a fermé en 2013. J'ai eu un gros ras-le-bol, je crois, au bout de 5 ans. L'impression de lutter en permanence pour non pas vivre, mais survivre. Donc, ce que j'ai découvert à travers ce projet, en fait, c'est que même lorsqu'on enlève les éléments qui stressent ou qui peuvent être des obstacles à l'épanouissement ou à la joie pour les parents comme les enfants, en fait, ça ne suffit pas forcément, ou ça peut générer de la colère ou de l'inquiétude. Parce qu'un enfant qui est heureux à l'école, finalement, ça peut générer une forme de questionnement. Comment est-ce qu'on peut être content d'aller à l'école le matin ? Donc j'ai appris que le bonheur, ça s'apprend. On a plus de facilité à se plaindre de quelque chose qui ne nous plaît pas qu'à construire quelque chose qu'on aime et à le faire perdurer, en fait. Donc ça, c'était quelque chose qui m'a beaucoup surpris. De se dire qu'une fois qu'on est heureux, en fait, on ne sait pas trop quoi faire du bordel. Et puis, également, le fait que lorsqu'on crée un projet et que on a l'impression d'avoir un objectif commun, en réalité, les intentions de départ peuvent être radicalement différentes. Et si on ne s'intéresse pas à ces intentions de départ, si on ne se prend pas le temps de savoir pourquoi on fait les choses, et est-ce que c'est une fuite, est-ce que c'est quelque chose qu'on vient réparer pour soi, enfin, qu'est-ce qu'il y a derrière, surtout quand on touche à l'éducation, parce que l'éducation est évidemment marquée par la propre éducation des parents et les blessures éventuelles et ce qu'ils ont acquis ou non acquis de leur propre expérience et qu'ils veulent différente pour leurs enfants, mais sans avoir de modèle sur lequel s'appuyer. Donc c'est une création de quelque chose sans repère.
La vie au sein de cette école représente pour moi quand même une part d'idéal mis en application. Il y a vraiment des choses que je ne pourrais pas avoir vécu autrement que dans ce contexte-là et qui m'ont fait énormément évoluer sur beaucoup de plans. Et notamment le fait de pouvoir réaliser un rêve. Ça, c'est vraiment fondamental. J'ai vécu des moments de collectif qui étaient d'une intensité rare et d'une générosité rare. Et des moments avec les gamins qui étaient tout le temps dans l'émerveillement, en fait. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me marque assez profondément et qui fera aussi une grosse influence sur mes choix par la suite, notamment mes choix éducatifs. Mais d'avoir vécu ça réellement, pour moi, c'est un cadeau sans nom. Parce qu'on peut ne pas être bien dans un système, on peut avoir des critiques, des malaises générés par ce système-là. Mais pouvoir mettre en application autre chose, ça nous fait vraiment mettre en perspective, d'une part, le système lui-même, c'est-à-dire qu'il peut aussi avoir des points intéressants, il peut aussi avoir des forces, et de le vivre complètement différemment à l'extérieur, finalement, ça rééquilibre en permettant finalement de pouvoir voir certains avantages de son fonctionnement auxquels on n'a pas accès quand on est à l'extérieur et qu'on essaye d'exister en tant que structure indépendante. Donc c'est vraiment une expérience qui me marque profondément, tant sur le plan humain, parce que sur le plan humain, c'était quand même assez incroyable, sur les apprentissages positifs comme négatifs. C'est-à-dire que je pense avoir vécu à peu près toute la gamme des émotions, toute la gamme des intensités des émotions et entre les émotions elles-mêmes à travers ce projet-là. Sur le plan pédagogique notamment, c'est vrai que c'était assez fort de pouvoir réellement être libre, se sentir libre, de pouvoir mettre en place un certain emploi du temps, une certaine façon d'aborder les apprentissages, qui était vraiment dans l'écoute de l'enfant au centre de tout. Et le plaisir immense de les voir évoluer dans un mélange d'âge. Il n'y a pas de classe d'âge, puisque de toute façon, d'une part, ils ne sont pas assez nombreux. Et puis l'idée, c'était vraiment que des grands puissent être avec des petits et voir ce qui se passe. Ça, c'était assez extraordinaire. Pour autant, ce projet a pris fin suite à la dynamique particulière d'un parent qui avait vraiment l'intention de détruire le truc, en fait. Qui a monté toute une stratégie qui était assez puissante pour nuire au projet, en fait, et qui a été très, très impactant. Ça, c'est vraiment quelque chose où je me disais, mais c'est pas possible qu'il y ait des combats pareils à mener à l'intérieur d'un projet qui paraît aussi génial et tout. Donc, leçon numéro 2. Il n'y a pas de vérité universelle, et même si tu crois faire bien dans ton bon droit, ça peut être bien pour toi, mais tu sais pas si c'est bien pour les autres. Et t'as pas forcément la réponse universelle pour l'ensemble des gens, quoi. Ça, c'est une grosse leçon d'humilité. Et puis de prise de distance aussi sur tout un milieu qu'on nomme alternatif, mais qui exige pour pouvoir fonctionner un certain débroussaillage de ses propres émotions. Il faut vraiment avoir fait un gros travail sur soi-même pour pouvoir être apte à réellement construire ensemble, d'une façon équilibrée, d'une façon démocratique, d'une façon respectueuse, quoi. Donc, il n'y a pas de vérité absolue. Le bonheur, ça s'apprend. Et puis, sur un plan plus entrepreneurial, parce que c'était quand même censé être une entreprise, il manquait un des 3 piliers que ma collègue Stéphanie Pinault définit dans son entreprise, la 3e dimension, à savoir tout l'aspect financier et la gestion financière. Donc, on avait en numéro 1 notre service, notre produit. En 2, on avait la com, on s'en sortait pas trop mal sur la com. Mais en 3, le 3e pilier, donc qui serait la gestion comptable, alors là, par contre, c'était pas vraiment le grand délire. Il y avait pas d'assises financières. Et le fait de ne pas avoir d'assises financières était vraiment la grosse fragilité du projet. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai dit par la suite à d'autres porteurs de projets du même type, que s'il n'y avait pas un mécène ou quelqu'un qui s'investissait réellement financièrement pour soutenir ce type de projet, c'était chaud patate, quoi. Et pour moi, une des principales raisons de la fin du projet, c'est que ça n'a pas été géré comme une entreprise. Moi, je n'ai pas du tout vu d'entreprise dans ce projet-là. J'étais vraiment dans le monde des bisounours, quoi. Et ça marche pas dans le vrai monde, les bisounours.
Donc 3 grosses leçons qui me serviront par la suite. En 1, si tu crées un projet, d'abord tu as une entreprise. En 2, le bonheur ça s'apprend. En 3, il n'y a pas de vérité absolue. Donc ce projet prendra fin en 2013. Après ça, les enfants vont retrouver le chemin de l'école publique. Pour certains, dont les miens, c'est vraiment une première, quoi. C'est une plongée dans l'océan de l'école avec pas les mêmes repères du tout. Donc, ce que j'ai pu apprendre aussi, que je soupçonnais mais dont j'avais pas la preuve tangible, c'est que après un séjour en école alternative, on peut complètement s'adapter à un système qui est très très différent et réussir dedans, voire très très bien réussir dedans. Ça, je parle pour les enfants. Et du côté adulte, on peut réintégrer le système public avec un regard qui a pris de la distance. J'aurais jamais imaginé remettre les pieds dans l'école, surtout après l'expérience hors norme que j'avais vécue. Mais il se trouve qu'un jour, je me propose pour accompagner une sortie d'enfant et dans l'école publique, donc avec la maîtresse de ma fille en CM1. Et on me confie un groupe d'enfants. Et je kiffe. Je me dis, merde, je kiffe être avec les gamins. Je kiffe toujours être avec les gamins. Donc c'est vraiment pour l'amour et ce que génère chez moi l'enfant, le contact à l'enfance qu'on peut vivre avec, que je retourne sur les bancs de l'école. Là, on est en 2015 et je ressors définitivement 8 ans après. Cette expérience, qui reste un des tournants majeurs de ma vie, a vraiment eu un impact sur toutes les dimensions de mon être par la suite. C'est-à-dire qu'après, j'avais beaucoup moins peur d'oser. Mettre en application un rêve, ça devenait une évidence. Et puis s'aligner avec mes valeurs profondes était une priorité absolue du genre boussole, quoi. J'ai beaucoup appris sur les humains. J'avais l'habitude de travailler avec des enfants, mais là, le projet, il incluait vraiment les adultes autant que les enfants. Et j'ai beaucoup appris sur moi-même. Sans cet échec-là, ou cette expérience-là, je ne serais pas celle que je suis aujourd'hui. Chef d'entreprise. Et si c'était à refaire, je le referais. Tout pareil. Avec les mêmes gaufres et les mêmes moments de dingue, avec les étoiles qui brillent dans les yeux, quoi, et dans le cœur. J'étais fondamentalement utopiste et j'ai vécu une forme d'utopie. J'en ai vu les limites, mais j'ai aussi grandi avec. Aujourd'hui, c'est vrai que je kiffe davantage bosser avec moi-même, être en solopreneur, ou rencontrer des solopreneurs qui ont envie de bosser en équipe, quoi. C'est un peu comme pour les enfants, je préfère donner les outils aux gens pour qu'ils deviennent autonomes et indépendants. Tu as aimé cet épisode ? Le prochain, c'est déjà demain. Et demain, je te parle de ma plus grande peur. Abonne-toi à ce podcast que tu peux trouver sur toutes les plateformes pour ne rien manquer et participer à cette aventure extraordinaire, la tienne. Tu peux choisir d'être simple auditeur ou de devenir acteur, alors n'hésite pas. Commente, like, partage et rejoins la communauté de Sensiblement Divin.